Bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Julie, je suis heureuse de vous accueillir de l'Université de Leuven où je m'occupe d'organisation sociale et je suis très honorée ainsi qu'enchantée de pouvoir lancer le premier forum mondial sur la démocratisation. C'est Isabelle Ferreira et Dominique Meda qui se joignent à moi, mes deux collègues qui travaillent également à OPED. Grâce à leurs engagements en faveur des principes démocratiques, s'est transformé en une sorte de manifeste. Alors, nous avons été frappés par l'impact de la pandémie sur les travailleurs. On peut dire que cette crise a finalement décelé ou révélé un paradoxe. Bien qu'on continue à appliquer les paradigmes habituels du travail, notre société continue à traiter les êtres humains comme de simples ressources. Et la pandémie, qui pourtant présente une possibilité de démarrer un dialogue public et de reconnaître aussi la contribution individuelle de chaque travailleur, finalement aussi adéquatement que possible pour essayer de remettre la planète sur les rails au niveau socio-économique, n'a peut-être pas été pleinement exploité. Alors, grâce au succès de l'OPED qui a été suivi par des milliers de gens, le groupe d'académiques femmes derrière cette initiative s'est senti de plus en plus responsable de continuer cette conversation finalement entamée par la pandémie et de la transposer en actions aussi concrètes que possible pour essayer de partager notre meilleure compréhension de la meilleure façon de construire une économie qui soit aussi démocratique que durable. Alors, nous sommes reconnaissantes d'avoir parmi nous des personnes exceptionnelles qui se sont penchées sur les questions de la démocratie, bien sûr, et qui veulent contribuer autant que possible, grâce notamment sur les pas de Charles Mills, le philosophe qui nous a récemment quittés, Charles Mills, qui a ouvert de très nouvelles et de très intéressantes pistes à propos de la philosophie contemporaine. Il avait eu le temps de co-signer le manifeste l'OPED et a même participé à notre première réunion, ce qui, pour nous, évidemment, signifie beaucoup. Nous essayons donc de rester aussi fidèles que possible à sa vision du monde, à savoir un monde plein d'empathie qui essaye de joindre les principes de justice sociale à ceux de durabilité. L'idée est donc de promouvoir des changements difficiles mais nécessaires de la manière la plus idoine que possible. Merci encore de vous joindre à nous aujourd'hui et de mettre à contribution votre temps et votre expertise. Nous avons hâte des échanges et des conversations qui auront lieu à ce propos au cours des 2 jours à venir, 3 y compris celui-ci, pour créer une société plus équitable et mieux démocratisée. Alors, j'aimerais commencer par vous donner quelques informations purement logistiques à l'ouverture de cette réunion. Dans le coin supérieur droit de votre écran, vous pouvez aller sur le petit onglet Traduction pour choisir la langue qui vous agrée. Ensuite, essayez de rester sur le même canal pendant toute la réunion. Cliquez également sur le petit onglet pour assourdir votre micro afin de pouvoir écouter la traduction et l'interprétation. Je me tourne maintenant vers mes collègues. Dominique, la parole est à vous.
Merci, merci Julie. Bonjour à toutes et tous. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler que puisque notre manifeste a recueilli un très, très vif intérêt dans des dizaines, quand il a été publié dans des dizaines de journaux et de langues, eh bien, c'est à ce moment-là que nous avons décidé tout ensemble d'écrire un livre qui permettrait de déployer pleinement toutes les idées renfermées dans l'article séminal que nous avions écrit. Alors, ce livre a été publié l'automne dernier en français, au printemps dernier en portugais, avec l'ajout de chapitres par des auteurs brésiliens, et il sortira au printemps chez l'éditeur The University of Chicago Press, alors que d'autres langues sont encore en préparation. Comme l'intérêt pour les 3 principes du manifeste n'a cessé de croître dans le monde entier, en mai dernier, pour le premier anniversaire de la publication dans les quotidiens nationaux, eh bien, nous avons décidé d'organiser un forum mondial pour discuter de ces 3 principes avec vous. Comme la plupart d'entre vous le savent bien, nous avons fait cette préparation avec vous, de manière participative. Et aujourd'hui, 16 pays autour du globe ont un chapitre national et d'autres vont sûrement être inventés grâce à cette grande réunion, à cette magnifique rencontre que nous avons pendant 3 jours. Nous avons conçu le forum comme un lieu permettant d'aller au-delà de la simple agitation et de commencer, comme nous le suggère notre collègue Julie, à innover et à orchestrer. Ça signifie aller au-delà de la conférence académique habituelle et créer un espace où toutes les parties prenantes peuvent interagir et commencer à construire une compréhension commune des enjeux pratiques contenus dans le manifeste. En particulier, les praticiens des principes de la démocratisation du travail, les dirigeants syndicaux, les dirigeants d'entreprises progressistes, les activistes climatiques et les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi les dirigeants politiques progressistes, les journalistes, les jeunes, de nombreux étudiants sont présents aujourd'hui, et les citoyens en général. Tous, vous êtes attendus ici même dans ce forum mondial sur la démocratisation du travail. Maintenant, je passe la parole à Isabelle qui va s'exprimer en espagnol pour refléter le véritable engagement de ce forum à être multiculturel, multilingue et finalement planétaire. Et bonjour, bon après-midi ou déjà bon début de soirée à tout le monde. Alors, je m'exprime en espagnol, je vous laisse le temps de changer le canal de traduction si nécessaire. Alors, à l'orée de ce forum, je voudrais parler avec vous de quelques aspects philosophiques. Il s'agit après tout de votre événement, co-créé par vous. Nous n'avons fait finalement que poser le cadre pour vous permettre de débattre aussi sérieusement que possible de ces 3 principes séminaux du manifeste. Alors, durant toute la conférence, prenez bien compte du fait que, bien sûr, il y a une équipe organisatrice formidable derrière cet événement. Et nous avons d'ailleurs refusé tout financement pour rester indépendants, soit dit en passant. Donc, soyez-en conscients, vous êtes des co-créateurs et co-organisateurs de cet événement, au bout du compte, tout autant que nous. Est-ce que vous me recevez tous et m'entendez correctement? Le son passe-t-il bien? Je ne parle pas trop vite, ni en français, en espagnol, ni en anglais. Quelqu'un dans le chat a l'air de me dire que le son ne passe pas bien. Ça dépend des connexions. Nous n'avons heureusement pas l'air de souffrir de l'interruption planétaire de WhatsApp à ce stade, donc nous pouvons continuer. Alors, parmi vous, ayant contribué à l'organisation finalement de plus de 100 panels d'orateurs pour le programme de ce forum, nous espérons pouvoir croître et enrichir la discussion
au cours de ces 3 jours. Donc, il s'agit d'une invitation à être aussi interactif que possible, vous l'aurez compris. Donc, nous souhaitons vraiment que chacun participe et fasse feu de tout bois pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qui seront soulevés. Merci de jouer le jeu d'avance. Le programme a été coordonné donc sur base d'un effort collectif et au début du forum, au nom de nous tous, j'aimerais vous exprimer ma reconnaissance envers de tous les membres de ce comité organisateur, mais aussi envers tous les volontaires qui se sont mobilisés pendant et pour ces 3 jours. Tout particulièrement Alicia Pastori-Camaras qui a travaillé d'arrache-pied et on peut dire vraiment H24, 7 jours sur 7 pour réussir à faire de cet événement une réalité. Camille Alejandra aussi, Elmore, Edestoya Robertson et d'autres également. En tout cas, laissez-moi tout de même aussi souligner le travail remarquable des coordinateurs des chapitres nationaux également, qui ont déjà réussi à s'élaborer dans 16 pays et leur travail est aussi phénoménal. Enfin, il y a tout simplement trop déjà de contributions pertinentes et intéressantes pour les mentionner toutes, mais j'invite le public qui nous écoute à passer en revue ce programme pour essayer d'en savourer tous les détails. Cela vaut le détour. Alors, nous allons essayer de recueillir et de retirer les bénéfices de tout cela pendant ces 3 jours. Et je vous remercie d'avance. Nous vous remercions tout autant que nous sommes pour votre travail et votre labeur contribuant à ce résultat. Donc, pour conclure ces remarques introductives, je voudrais inviter tout le monde à rejoindre le panel Cyril S05. C'est une invitation concernant les gens qui voudraient s'impliquer éventuellement dans l'organisation future des prochaines éditions de ce forum. Et nous aimerions évidemment pouvoir peut-être leur proposer de mettre leur grain de sel au chapitre, à la rédaction des chapitres des nationaux, des différents chapitres nationaux, mais aussi de débattre d'éventuels futurs formats pour la suite finalement de ce forum. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse série de 3 jours de forum avant de repasser le bâton de parole à Julie. Alors, maintenant, sans plus attendre, repassons au contenu de la plénière d'aujourd'hui. Nous accueillons le professeur Anthony Appia. Avec bonheur, Kwame Anthony Appia est professeur de philosophie et de droit à l'Université de New York et aussi professeur émérite de l'Université de Princeton. Il est né à Londres et il a grandi au Ghana. Et il a passé son doctorat à Cambridge, enseigné à l'Université de Ghana, de Cornell, de Cambridge et de Princeton, entre autres, mais aussi en tant que professeur invité à HEC. Il est également membre de l'Association des langues modernes américaines, des philosophes et du Conseil de l'apprentissage américain. Et il est également membre du comité directeur de l'Académie américaine des arts et des sciences, entre autres. En 2012, on lui a remis la médaille nationale directement des mains du président Obama. Et depuis 2015, a collaboré à nombreux livres, plus de 20, qui ont été publiés et qui donc sont
d'envergure et de signification pour la plupart des participants du forum d'aujourd'hui. Il a déjà été traduit dans plus de 20 langues et donc, professeur Appia, merci infiniment d'être avec nous durant ces 2 jours. C'est un grand honneur de vous offrir la parole pour ouvrir ce forum mondial. Merci beaucoup de ces paroles extrêmement indulgentes et bienveillantes. Je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'être en plus traduit dans quelques langues pour que tout le monde puisse contribuer en effet à ce sujet de la démocratisation. La plupart des gens travaillent aujourd'hui, consacrent au moins 8 heures par jour pendant 5 ou 8 jours par semaine par rapport à leurs 8 heures de sommeil, c'est-à-dire un tiers de leur temps à travailler. Alors, ceci conditionne une grande partie de nos relations, entre autres, ainsi que toute l'organisation de notre vie. Donc, on pourrait espérer que cela soit un travail de valeur qui vaille la peine d'être vécu, entre guillemets, de manière à retirer une sorte de fierté et d'auto-estime. Voilà des possibilités qui s'offrent normalement à tous les travailleurs de chaque échelon, du livreur de supermarché, dont l'entrain, le courage et la disponibilité sont hautement valorisés, aussi bien que d'une avocate ou d'une institutrice de primaire qui sait comment faire se sentir à l'aise les futurs petits citoyens de la société ou d'autres activités dans le domaine socio-économique. C'est aussi une source d'identification finalement, que l'on soit que l'on suive sa vocation dans les sciences, la technologie, dans le journalisme. Votre travail et votre occupation, votre profil professionnel exprime une partie de votre appartenance, votre identité, dans le sens où elle en dit long sur votre appartenance sociale à une certaine classe ou catégorie socio-professionnelle. Et pendant votre retraite, lorsque votre activité cesse, on peut en souffrir d'une sorte de baby blues dû à la perte de sens, justement, ou en tout cas éprouver une forme de nostalgie par rapport à ces tourbillons d'activité. Donc, dans l'éthique traditionnelle, on peut dire que notre ethos de travail compte et détermine beaucoup de choses dans le courant de notre vie. Mais l'accent peut être mis donc sur les relations que l'on noue durant notre carrière. En fait, aux États-Unis, on tient pour acquis que nous ne sommes pas tous égaux, car la plupart des professions sont organisées de manière assez hiérarchique avec des PDG et toutes sortes d'échelons. Et donc, la plupart des philosophies qui ont réfléchi à l'organisation de ce travail dérivent finalement ou partent d'une vision pyramidale de la distillation de l'autorité. Des questions se posent donc assez naturellement sur la question où les principes démocratiques sous-tendent ce genre de modèle. Et nous, en tant que philosophes, nous sommes penchés sur le lien entre l'épanouissement finalement des vies et le phénomène de démocratisation plus ou moins grande sur leur lieu de travail. Alors, bien entendu, on produit des biens ou des services en plus ou moins grande quantité pendant la durée du travail. Deuxième chose, c'est que l'on crée finalement des emplois, des employés, et on capitalise sur l'existence de différents équipements pour fournir ces ressources. Troisième conséquence était la création de nouvelles communautés, finalement, telles que les syndicats, et puis différents rituels et traditions, les vacances et les habitudes sociales qui en ont découlé. Alors, l'effet combiné finalement de l'action coordonnée des êtres humains qui collaborent et œuvrent ensemble à obtenir un résultat et la contribution finale était finalement la source de sens dérivé de l'activité professionnelle. Donc, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la Déclaration universelle des droits de l'homme a été formulée, garantissant donc le droit au travail, à un emploi et à des conditions équitables de travail, ainsi qu'à la protection contre le chômage, il est devenu assez naturel de penser que un bon travail était un élément tout à fait clé pour l'épanouissement et le bonheur donc de l'être humain dans les conditions sociales modernes, non pas parce qu'il produisait ou générait un revenu permettant de lutter contre les inégalités sociales que l'on ne pouvait peut-être pas, auxquelles on ne pouvait pas remédier seul, mais aussi parce qu'il
fournissait donc des valeurs centrales à l'épanouissement de l'identité de l'être humain. Et également, ces droits au repos, à un nombre limité d'heures de travail de façon périodique ont été ancrés dans la réflexion qui a suivi finalement tous les échanges concernant la satisfaction retirée ou les intérêts d'une vie professionnelle. La pandémie de la COVID-19 a soulevé des questions intéressantes concernant la nature du travail, notamment sur la nature du travail jugé essentiel que l'on peut exiger ou à laquelle on peut s'attendre que les travailleurs continuent de se consacrer même en période de crise aussi existentielle que celle de vie ou de mort. Et donc des discussions ont finalement ramené au concept de la sécurité nationale, un minimum d'activité pour faire tourner les infrastructures clairement devait continuer. Donc l'expression essentiel, travail essentiel a beaucoup été utilisée, mais moi j'aimerais me tourner vers la notion de travail nécessaire. Le travail nécessaire, par définition, dans ce discours, sera le travail qui doit continuer dans le cadre d'une pandémie, même s'il peut rendre vulnérabilisé finalement le travail. Professeur Appia, excusez-moi de vous interrompre, mais les interprètes essayent de garder le rythme et se demandent si vous pouviez, au lieu de lire, parler à un rythme éventuellement un peu plus intelligible, si vous voulez être mieux entendu et compris. Alors, ceci dit, donc, l'expression que j'entends par travail nécessaire a déjà été utilisée pour justement identifier ceux qui devaient être vaccinés les premiers parce qu'il semblait nécessaire pour que la nation continue à fonctionner malgré les risques existants dans la nature. Et ceci a été un indicateur intéressant finalement, dans la mesure où il faut mitiger un risque que l'on considère trop important pour l'ensemble des travailleurs. Et étant donné l'importance consacrée finalement à certaines infrastructures, on en traite certains comme une marque d'estime en leur demandant, en les considérant plus nécessaires que d'autres, alors que leur contribution soit plus grande ou non, finalement, à l'ensemble de l'économie. Alors, ceci concernait bien entendu les travailleurs du secteur de la santé qui étaient confrontés à des risques supérieurs, enfin, en tout temps, par définition, et surtout à une époque où une maladie nouvelle, peut-être non comprise, faisait la une des journaux. Et néanmoins, cela a permis de les mettre sous le feu de la rampe et de comprendre à quel point le système de santé et hospitalier avait peut-être été négligé et était pourtant d'une importance tout à fait centrale et nécessaire. Par ailleurs, on a également eu l'occasion de se rendre compte qu'il y avait des aspects trop peu démocratiques dans la manière dont le travail était organisé. Comment décider qui devait être vacciné dans quel ordre pour que le travail continue? Eh bien, c'était finalement toute une discussion et un dialogue qui a peut-être fait défaut dans le cadre de la nation pour savoir on a décidé à la hâte finalement, en l'absence de consultation ou de syndicats se penchant sur la question. L'année dernière, on le sait, les chaînes agroalimentaires ont essayé de négocier avec Tyson aux États-Unis, en vertu duquel on acceptait de vacciner les employés à condition d'être rétribués sous forme de congés supplémentaires. Donc, il s'agissait de se prêter son corps à la science, entre guillemets, et ceci ne s'est pas fait en Amérique sans une contrepartie. Et on savait qu'en effet, la chaîne agroalimentaire était un pilier nécessaire pour que l'économie puisse continuer à fonctionner, donc fournir les ressources à une vie décente. Et ceci s'est fait sans les bénéfices donc d'une représentation syndicale. Les conditions assez abysmales finalement dans lesquelles la plupart des employés des grandes entreprises des GAFA ou d'Amazon travaillent reflètent les résultats. Et il n'est donc de justice que le monde se pose des questions sur le taux de démocratie régnant dans ce genre d'organisation professionnelle.
Alors, quand on réfléchit à la démocratie dans une sphère politique, comme Aristote le faisait, on commence par se demander ce qui est nécessaire pour qu'une vie humaine se déroule de façon satisfaisante et épanouissante. Quand on détermine, qu'on se met d'accord là-dessus, alors on peut éventuellement mettre en œuvre les moyens pour y arriver. Aristote n'a peut-être pas eu les bonnes réponses ici, mais la stratégie était, selon moi, intéressante. Juste série adoptée par un État doit passer des besoins de la nutrition à l'habitat, au respect de l'intimité et des droits privés, tout en essayant d'éliminer les termes les plus inégaux ou les plus iniques de coopération. Dans ce contexte, une série de normes sociales essaie d'intégrer ces aspects dans l'aspect normatif de la législation. Mais ceci, évidemment, dépend et est conditionné par le contexte culturel. Et donc, ce sur quoi nous aimerions nous concentrer, c'est la manière dont on pourrait transposer ces principes sur le lieu du travail. Il n'est pas sûr que tout ceci fasse sens, euh, ni au niveau de l'État, ni au niveau de la société, ni au niveau du lieu de travail, pour tout le monde de la même façon. D'où le caractère assez expérimental et empirique, finalement, de la gestion de la crise, certainement, et des temps modernes. Donc, le problème de la justice, c'est que euh, l'évolution de l'épidémie n'a pas été perçue de la même façon par tout le monde. Certains étaient d'avis qu'il s'agissait d'un problème qui devait être réglé au niveau collectif, mais ce n'était pas la seule chose qui était frappante pendant cette pandémie. Dans une économie moderne, les grandes corporations ont un pouvoir de négociation beaucoup plus important, évidemment, et beaucoup plus asymétrique que d'autres dans la balance des décisions ou des discussions. Et il y a donc un lieu où les choses se discutent et d'autres où elles s'imposent. Alors, une raison pour laquelle certaines personnes sont contre justement ces grands monopoles et structures oligarchiques est qu'il s'agit d'un substitut finalement à toute forme de dialogue social ou de syndicat. Un autre genre d'intervention étatique finalement serait, au lieu d'imposer les choses de manière unilatérale et dictatoriale, d'augmenter les droits légaux des individus concernés à participer au processus de décision. Et c'est là que la pluralité, finalement, tient toute sa place dans le bien pour l'intérêt de l'homme. Et que ceci ne peut se décider qu'au cas par cas, afin donc de contenter tout le monde. Un système d'inspection pourrait être envisagé, mais une manière excellente finalement de protéger les intérêts de chacun est justement de mettre sur pied des mécanismes qui leur donnent les droits de participer à l'adoption des conditions ou des critères permettant de trouver ces conditions équitables. Alors, les directions divergent évidemment sur la meilleure manière d'impliquer les travailleurs dans ces processus de décision. Et si on veut garantir que leur travail soit jugé dignement et sûr, une manière naturelle de le faire est de leur donner voix à la parole, en effet, et de diverses compagnies ou entreprises suggèrent différentes solutions pour leur tendre une perche et leur permettre une telle participation. De nombreuses entreprises objecteront qu'il n'y a pas de manière donc univoque de faire ceci sans mettre des bâtons dans les roues de l'activité centrale, du cœur de l'activité des entreprises qui sont donc censées, ont vocation à fournir des biens et des services. Toutefois, sans un fonctionnement démocratique, on ne pense pas que cette machine puisse fonctionner de manière durable. D'autres objecteront que la hiérarchie et la structure ne peut être que minée justement par l'inclusion des travailleurs à ce processus de décision. Je pense qu'une réponse à ces objections est de souligner
les parallèles à faire avec éventuellement les scènes politiques dans lesquelles on discute également du degré plus ou moins démocratique finalement de la participation au moment de l'adoption des législations ou des lois, quelles qu'elles soient. Nous avons eu quelques difficultés durant la pandémie pour s'assurer que les décisions prises à propos des vaccins ou d'autres sujets sanitaires étaient faits avec les critères les plus pertinents au vu de la précipitation avec lesquelles et du manque de compréhension avec lesquelles elles étaient Et prises. donc de bien comprendre quels étaient en fait ces différents objectifs. Et même si on parle de démocratie dans son ensemble, il y a en fait une technocratie et c'est le problème dont on parlera. Il s'agit en fait le problème de tout ce que nous allons rencontrer, que les gouvernements vont en fait voir l'intérêt des gouvernants plutôt que des personnes gouvernées. Et ceci est important. Mais le défi en lui-même, c'est que les experts ne sont pas conscients de ce qui se passe et ne veulent pas prendre en compte les défis à ce propos et ils parlent de leurs propres intérêts. Et donc j'aimerais parler en faveur de la démocratie et du contrôle démocratique à ce niveau, malgré le risque que l'on peut courir. Et il y a en fait des cas aussi pour les travailleurs au niveau de la démocratie, mais aussi la démocratie politique par rapport à la participation des électeurs. Et on voit aussi donc l'impact du vote. Et donc il y a en fait une manière de réagir. Les gens ne s'intéressent plus à la vie politique parce qu'en fait le vote ne fait rien, ne change rien, donc ils ne s'intéressent plus. Et les experts, on voit aussi quelles sont les conditions de travail qui sont décidées, comment cela va affecter leur travail. Et dans le terrain des travailleurs et de la coopération, il serait intéressant de voir donc comment le capital pourrait se développer pour améliorer les emplois et les travailleurs donc auront la possibilité de comprendre qu'ils sont importants pas uniquement pour les résultats, mais pour la taille de ce qui va se passer au niveau de la légitimité des résultats obtenus. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est aussi la question de l'autorité, de la démocratie, en fait, de tout ce qui se passe. Les juges ont une autorité dans les tribunaux. On peut aussi réglementer le trafic. Tout cela est possible. Et je pense qu'on ne peut pas déléguer tout le temps l'autorité à n'importe qui. Et c'est ainsi pour donner, dirons-nous, aux experts et aussi la démocratie aux travailleurs, ce n'est pas un argument abstrait, c'est réel. On peut s'organiser par rapport au lieu de travail, par rapport à ce que vous faites et voir un petit peu ce qui se passe. C'est en fait un argument est très important. Il pèse dans la balance et ainsi que dans la sphère politique, l'idée est importante qui en fait implique des éléments à ce propos. Dans une démocratie, en fait, nous gouvernons avec l'État et ceci pour comprendre cette idée. En fait, chaque citoyen fait son rôle, il remplit le rôle comme en fait différents fonctionnaires et nous avons la possibilité de voir comment vous allez servir le public de temps à autre et d'autres on remplissent le rôle en tant que fonctionnaire d'État et le public va comprendre que les citoyens savent ce qu'ils font dans l'intérêt de tous et de la démocratie. Mais il y a aussi une tâche supplémentaire à ce propos. Ce sont en fait les personnes qui vont voter, les électeurs, et donc voir en fait qu'ils veulent un meilleur monde où ils peuvent vivre. C'est important et cette discipline est importante pour l'instant par rapport à l'autorité exercée. Et c'est une garantie par rapport aux différentes questions dont je viens de parler pour que l'on puisse voter à long terme. Et il y a aussi la tentation de voir les choses à court terme, et ça, c'est difficile de résister. Pourquoi, en fait, les travailleurs ne jouent pas un rôle non plus dans ce panorama? Voir comment
on peut respecter les choix des électeurs par rapport aux officiels et cela requiert en fait aussi une considération au niveau des électeurs et que la plupart des électeurs puissent prendre cela en considération. Et on va voir quelles sont les recherches, quelles sont les attentions données. Donc, j'aimerais rappeler que l'orateur lit son texte à toute vitesse qui ne nous a pas été fourni, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Ce n'est pas un discours, c'est une lecture. C'est bien dommage. Et tous ces arguments doivent être pris en considération en ce qui concerne la transparence, en ce qui concerne les différentes questions. Et par rapport donc au travail, par rapport au lieu où il travaille et par rapport à la liberté, par rapport aux décisions à prendre en toute liberté et que tout le monde soit informé. Ceci est important donc par les dirigeants des syndicats. Mais la démocratie est importante. C'est en fait quelque chose qui permet en fait de lier les personnes. C'est un système qui permet de relier les personnes au travers des idées. Comme le Premier ministre Delannoy l'a dit, c'est un exercice et il le fait, démocratisant donc le monde du travail, mais ce n'est pas uniquement les institutions, mais c'est aussi en ayant la participation des travailleurs. C'est une question qui est importante pour tous les travailleurs et pour toutes les communautés. Il faut voir donc comment on pourra ainsi gouverner. Et lorsque l'on parle de professionnels, nous devons voir quelles sont en fait les frontières, comment on va travailler par rapport à ces questions et par rapport aux membres des professions, par rapport aux différentes questions et des professionnels et en ce qui concerne les différentes entités à ce niveau et voir en fait ce sens de l'éthique ethos à ce niveau. Voir quelles sont les valeurs qui seront défendues, quelles seront les différentes professions et les personnes et aussi le lieu où on va exécuter le travail. Et je sais le nom de ethos, c'est ce que ça veut dire dans mon syndicat et par rapport à l'autonomie, par rapport à tout ce que nous faisons. Et nous devons respecter les sources à ce niveau. Et donc, dans mon université, nous sommes une entité mondiale où nous travaillons donc à ce propos en travaillant et respectant les normes de l'éthique et de l'éthos et on les respecte et ainsi on pourra ainsi donc arriver à trouver une solution. Le professeur Schileke, un bon citoyen, un membre de la famille, nous a parlé en fait de toute cette question au niveau des entreprises et du corporate et de voir en fait comment cela est important pour les perspectives dans l'esprit de la nation, voir comment va en fait évoluer dans les traditions par rapport aux différentes relations avec les enfants, entre les couples, entre les frères et sœurs, et entre les amis. Et il parle de cette reconnaissance qui est importante pour les individus et leur croissance. Mais par rapport à ces questions, nous n'en sommes qu'au début et au balbutiement. Par rapport à ceux qui prennent les décisions, et ce ne sont pas eux qui donnent l'exemple, malheureusement. Et il faudra examiner en détail ces questions, et dans chaque chapitre, il y a des caractéristiques, des valeurs à ce propos qui sont détenues donc par les relations et les travailleurs, donc sont les exploiter et il faut reconnaître que en fait on ne leur accorde pas les vertus et les valeurs qu'on devrait leur attribuer. Les valeurs et les vertus et les relations qui devraient en découler, mais ce n'est pas le cas. C'est dans le contexte social. Il y a un rôle pour le leader, ça c'est bien clair, pour développer ces différentes normes, mais je pense que il faut voir aussi comment les employés pourront apporter leur pierre à l'édifice. Si c'est vrai, dans la démocratie, comme dans la démocratie politique, il y a des responsabilités à respecter et j'imagine que si on revient à ces questions de la démocratie, ce serait important de voir quelles sont donc les conditions des travailleurs par rapport à cette question. Et en fait, que ce qui intéresse, c'est le salaire et que la démocratie, c'est en fait beaucoup de mots de tête. Mais
il faut voir donc comment on va jouer à ce jeu et voir quelle est la réponse que l'on apportera à ces questions par rapport aux citoyens afin qu'ils puissent faire les choix politiques judicieux en ce qui concerne la qualité de votre entreprise et votre sécurité apportée par la démocratie et voir comment cela se passe en fait dans les lieux qui ne sont pas démocratiques. Et lorsque en fait le lieu devient démocratique, vous faites votre partie du travail et vous, pour vous et pour les autres. C'est en fait, si on ne le fait pas dans ces circonstances, ce serait vraiment quelque chose d'amoral. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Appia, pour ces remarques. Et je voudrais savoir, donc, vous avez en fait une messagerie pour les questions et les réponses, et vous pouvez les envoyer au professeur Appia. Et donc, la première question aujourd'hui, par rapport à la démocratisation et par rapport à ces différentes questions qui viennent en fait du haut, c'est la décision qui vient du haut par rapport à ce pouvoir. Mais vous devez voir comment à la fin de vos remarques, la résistance peut venir d'autres personnes et en fait des voix au fond de la salle. C'est un argument et nous allons donc en parler. C'est important qui va décider, qui va prendre la parole. Que pouvons-nous faire donc pour dépasser cette résistance de l'exécutif du haut de l'échelle? C'est important par rapport à ces systèmes et voir comment on pourra donc prendre une action par rapport à ces questions. Je suis désolé, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci Isabelle. J'aimerais une fois de plus de ralentir parce que les interprètes veulent en fait traduire ce que vous dites, mais comme vous lisez, en fait, vous avez donc je lis avec un accent français le professeur Appia qui lit un texte et c'est un exercice difficile pour nous, la résistance par rapport à la démocratisation du lieu de travail qui peut venir du haut de l'échelle par rapport à ces questions et par rapport au système, parce que nous savons que certaines personnes ont une résistance qui viennent des voix, en fait, au fond de la salle, qui se font entendre et qui disent, voilà, il faut peut-être lécher les choses dans l'état. Et quelle est cette résistance? Je pense que la première chose qui peut, en fait, se dérouler, c'est la critique de la démocratie par rapport aux expériences qui ont été faites et par rapport aux révolutions, par rapport à l'évolution des choses. C'est les expériences qu'on a fait avec John Smith et c'est aussi l'expérience de vie et on voit comment cela peut fonctionner. Et je crois, par rapport à ces questions que nous allons voir pour la démocratie, quels sont les exemples qui nous permettent de voir comment cela fonctionne et comment on a une bonne réponse et comment on devrait en fait se préoccuper parce que ces personnes ne s'en préoccupent pas. C'est en fait une des questions à ce niveau et par rapport aux conditions de travail. Et ils se sentent oubliés. Et donc, nous devons voir comment nous allons travailler à ce niveau par rapport aux entreprises, comment nous allons avoir la possibilité de gérer ces questions par rapport à la participation que l'on doit avoir. Mais si vous y pensez, si vous pensez à l'analyse au niveau politique, il est important de comprendre aussi ce que nous allons faire à ce niveau. Je crois que c'est important pour d'autres projets et c'est tout à fait juste. Personne n'a dit, en fait, dans un lieu de travail démocratique, que vous devez passer votre temps à la maison et parler de participation, ça par rapport à l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est en fait pas de passer du temps à la maison et de planifier des activités démocratiques, mais, comme je l'ai dit dès le départ, pour beaucoup d'entre nous, c'est en fait durant nos heures d'éveil, nous devons voir comment on va investir, prendre des décisions dans la participation et dans le processus de décision et quelque chose
qui nous permettra d'évoluer et qui sera donc quelque chose d'important à ce niveau par rapport au bien-être des travailleurs. Et voir donc les soins, les systèmes de soins, la santé, ceci est très important. Et nous allons voir comment nous aurons donc un rôle important à jouer par rapport aux personnes donc en question. Et comme je vous l'ai dit, il faut prendre du temps, y penser, mais en fait, vous voulez passer autant de temps qui est désirable pour construire en fait cette démocratie, comme pour l'État. C'est quelque chose, même si vous n'êtes pas un expert, même si vous n'êtes pas compétent pas compétent pour prendre des décisions, mais c'est important de dire, je prends des décisions comme je sais ce que je vais mettre comme température dans mon bureau. Ça, c'est important. En fait, je sais que parfois, je peux réduire la température par rapport, dirons-nous, aux questions climatiques. Et je suis l'expert à ce niveau. C'est moi qui décide. Et une des choses que je peux dire, c'est que vous êtes équipé pour le faire et que ça fait partie de votre vie. Vous allez voir comment, en travailleur moderne, vous pouvez prendre les choses en main. C'est important à ce niveau. Et par rapport, il y a la démocratie, je pense que c'est important à ce niveau. Vous pouvez voir quels sont donc au Ghana et en dehors du Ghana, la question de l'avantage de la démocratie. Merci, professeur Appiah. Pour les citoyens qui peuvent jouer un rôle, ils doivent en fait mettre au point les compétences et en fait une vigilance civique à ce niveau et pour que l'on maintienne la prospérité et la démocratie. Et une des questions de Rebecca Lurie allait dans ce sens. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires par rapport à l'organisation et à l'organisation de la démocratie par rapport à la réalité? Et en fait, on revient à la conversation que l'on a eue par rapport aux compétences et comment on va travailler et éduquer la jeune génération donc par rapport aux compétences nécessaires pour la coopération. Je crois, et c'est en fait une question importante, parce qu'on l'a dit, la compétence des citoyens, c'est ce qui fait en fait fonctionner la démocratie. Et en fait, si les citoyens ne savent pas ce qu'ils vont faire, cela risque d'être catastrophique. Et donc, une des vertus, d'après moi, qui est importante, c'est la question au niveau politique. Je dirais, c'est une compétence à ce niveau, une compétence qui est importante et une compétence politique qui est en fait absolument importante, c'est de voir et d'écouter ce que les autres ont à dire. En fait, c'est vraiment un exemple qui ne fonctionne pas aux États-Unis. Nous sommes une communauté et en fait, je ne parle pas de vos sociétés, mais je parle en tant que New-Yorkais, mais en tant que droit des citoyens. Et nous n'avons pas toujours une écoute facile par rapport aux autres. Et c'est important par rapport à ces questions, par rapport au développement dans le lieu de travail, parce que en fait, on va toujours du haut de l'échelle vers le bas de l'échelle. Et en fait, il faut que les différents directeurs écoutent les employés, écoutent ce qu'ils ont à dire en ce qui concerne l'irritation, en ce qui concerne ces différentes questions, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et on me dit pourquoi, qu'est-ce que je vais faire avec tout cela, qu'est-ce que ça a à voir. Et ça, c'est une compétence importante par rapport aux travailleurs. Parce qu'il faut apprendre à se faire confiance par rapport au respect et par rapport à l'articulation des choses à ce niveau et par rapport aux différents problèmes rencontrés et en allant de l'avant. Et cela va fonctionner si on peut s'entraider par rapport aux différents objets, par rapport aux questions et par rapport à ce que je vais développer, c'est-à-dire le fameux ethos qui vient du grec, l'éthique. C'est qu'en fait les personnes ne soient pas blessées et que l'on fasse attention à leurs inquiétudes et que l'on partage leurs inquiétudes. Ça, c'est important. Mais les compétences pour ce faire,
c'est en fait quelque chose au niveau de la vie sociale qui est très important et nous devons avoir un exercice à ce niveau. C'est en fait quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école primaire, dans les écoles élémentaires. En ce qui concerne les conversations, décider, on ne peut pas en fait parler tant que personne n'a pas dit le dernier mot. Et donc, il faut dire qu'est-ce que Johnny a dit, et faire attention à ce que les autres disent. Et si vous ne comprenez pas, c'est dommage. Mais c'est dès le départ, dès le plus jeune âge, que l'on peut faire quelque chose. Ceci est très important et les jeunes seront bien préparés par rapport à la discussion si on leur apprend dès le plus jeune âge. Et il faut imaginer cela par rapport à ces questions, par rapport à la démocratisation et voir comment on va travailler par rapport aux différents principes et par rapport au contrôle, par rapport aux unités dans lesquelles vous travaillez. Même si c'est une petite unité, donc, il y a la question de la subsidiarité que j'ai déjà évoquée. C'est très important. Et à ce niveau, il faut comprendre les comportements pour que les choses fonctionnent. Parce que les personnes veulent être entendues et respectées. C'est fondamental. Et il faut pratiquer à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge à l'école primaire. Et c'est quelque chose d'essentiel et il faut développer ces tactiques. Et là, on apprendra en fait ces différents processus d'apprentissage des organisations. Et à ce niveau, quelles sont en fait les différentes questions à ce niveau? Donc, on va devoir essayer différentes solutions, expériences dans les pays et trouver une solution. Mais la première chose, c'est de parler du cadre juridique de la coopération par rapport à ces questions et d'écouter en fait les syndicats et d'autres personnes dans le processus par rapport aux décisions politiques. Professeur Appia, je pense que vous avez bien expliqué ces compétences et comment cela est important par rapport au respect mutuel dès le plus jeune âge. Et vous l'avez bien dit dans nos démocraties et dans le lieu de travail. Et nous savons que le pouvoir, en fait, touche la psychologie humaine. C'est important par rapport aux recherches. Il y a deux choses qui se passent lorsqu'on a du pouvoir. On va devoir avoir une vue plus holistique et on est peut-être moins sensible aux autres et on devient plus égocentrique. Donc, Michael Prado en a parlé. Et il faut parler de ce respect mutuel, mais voir comment le pouvoir peut changer les gens et comment donc peut-on en fait enseigner aux autres la différence par rapport à ces questions et par rapport aux principes de démocratie. C'est une question où nous allons apprendre beaucoup de choses à travers l'apprentissage. Mais vous avez raison. Lord Acton dit en fait que le pouvoir corrompait. Et je suis d'accord avec lui. C'est quelque chose, on peut arriver à des résultats terribles. Et plus on peut se débarrasser de ces choses terribles, plus en fait, lorsque vous êtes une star de cinéma, par exemple, les gens ne vous disent pas que vous vous comportez d'une mauvaise manière parce que les gens sont fascinés, ils veulent les respecter, mais ce n'est pas juste. Il y a un rôle crucial pour les personnes qui se trouvent aux alentours par rapport à la gestion, donc comme les conseils de direction, comme les conseils d'administration. Et je pense que c'est très important de dire, voilà, si nous, en tant qu'entreprise, nous sommes engagés à ces questions, nous devons comprendre et voir comment on ne peut pas, en fait, travailler de la sorte.
il faut en fait ne pas faire la sourde oreille. Il faut absolument que vous écoutiez les personnes et il faut que vous soyez plus attentifs. Ça, c'est quelque chose pour dire que ces gens qui ont du pouvoir doivent faire quelque chose pour comprendre ces questions. Donc, dans cette approche, donc au niveau du haut de l'échelle vers le bas, mais il y a quelque chose qui doit être dit, c'est-à-dire la justice à ce niveau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas en fait faire tout le temps. Il y a une question qui nous permet de voir quel est le pouvoir que l'on va avoir dans une démocratie par rapport à ces questions. Mais nous allons voir donc comment on aura du pouvoir et comment on pourra y arriver. Et donc c'est la question pour les chefs d'entreprise. Parce que ces mauvaises habitudes deviennent plus graves et s'empirent parce que les personnes ne supportent plus rien, parce qu'ils ne veulent plus en fait se rappeler de quoi que ce soit. Mais lorsque vous gérez une entreprise pendant 20-30 ans, je dirais que en fait, une université n'a qu'un rectorat qui ne dépasse pas en fait une décennie. En fait, personne ne veut le faire, personne ne veut faire ce job pendant plus d'une décennie, mais c'est pour ça qu'il y a en fait une tournante, parce que le job est fatigant, parce que les personnes changent, et je crois que c'est important en fait. Je pense qu'après 10 ans, il faut prendre du repos, et je pense que ces questions par rapport à la démocratie politique sont importantes, et de longues périodes, comme je vous l'ai dit, j'ai eu ce statut pendant 13 ans, mais à la fin, c'était chaque fois pire. On est chaque fois moins tolérant pour les personnes qui vous entourent. Et c'est dommage. Ce n'est pas un sentiment personnel, c'est quelque chose qui est systémique. Il peut y avoir des personnes qui sont mieux, comme Nelson Mandela, qui avait très bien compris et qui était excellent dans la discipline qu'il avait par rapport à lui-même. Et il pouvait avoir et rencontrer des rois et des reines, mais il avait la connaissance et en fait il pouvait gérer une mouvement démocratique par l'ANC et son travail ne pouvait être fait correctement à moins d'avoir de la patience et d'avoir essayé de respecter les personnes et qu'il puisse expliquer tout cela. Mais néanmoins, il devait, en tant que leader de la société démocratique, gérer ces questions et nous aurons à voir comment on va le faire et quel sera en fait le conseil d'administration par rapport à une représentation des travailleurs, par exemple. Je pense que c'est une question qu'il faut aussi en fait souligner. Merci, professeur Appia. Il nous reste en fait 2 questions. En fait, on reviendra et continuera la conversation par la suite. Est-ce que vous avez encore des conversations pour le professeur Appia? Vous avez parlé de l'assistance pour changer les lois, le rôle des syndicats, le rôle de la société, de changer les paramètres et de voir quelles sont les expériences qui se déroulent. Et comment vous allez nous encourager à ce niveau et par rapport à ce potentiel? C'est important par rapport à ces questions. Et d'après moi, c'est une vue pluraliste. Nous avons besoin de différentes expériences. Nous n'avons pas assez d'expérience et voir comment on va faire cela, comment ceci est important et voir comment nous avons une représentation en Allemagne. Et ceci est important par rapport à ces questions. La question de savoir comment on allait en fait faire, dirons-nous, des affaires avec des entreprises qui sont plus petites. Là, on aura peut-être des alliés. Et pour différentes raisons. Ceci est important à ce niveau parce que un monde
à ce niveau et où un monde où Facebook n'a pas en fait de concurrents par rapport à des entreprises en Inde. On a vu que les entreprises ne pouvaient plus en fait communiquer avec leurs clients pendant des heures. Et si en fait il y avait plus de concurrence, personne serait sur deux plateformes en même temps et pas une plateforme. Ça, c'est une question importante. Il y a aussi la question au niveau de l'Internet. Enfin, ceci est très important. Ne pas avoir des monopoles, mais avoir un partage. Et c'est, euh, en ce qui concerne ces questions, nous devons voir comment les lieux de travail sont importants par rapport à ces différentes questions et par rapport aux différences et par rapport à la classe travailleuse et voir comment on va travailler à ce niveau. Et si on rend en fait le lieu de travail démocratique, cela sera important et, en ce qui concerne les problèmes que l'on a en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Ghana, des pays je connais bien et je pense que démocratiser donc les lieux de travail, c'est une manière de démocratiser les choses. Pour ces échanges très intéressants. Alors, nous allons faire une petite pause durant laquelle nous vous proposons d'échanger sur le chat et éventuellement de débattre de vos impressions par rapport au principe de la démocratisation, de la démarchandisation et de la décarbonisation, comme vous le savez, avant de nous retrouver avec le panel suivant. Merci encore.